Le Japon ancien est ravagé par les feux de la guerre, si bien que la plupart des lieux ne sont plus que décombres et désolation. Une femme enceinte et dénutrie erre parmi ces ruines, accrochée à la vie. Une nuit, elle entre en travail dans les ruines d'un temple bouddhiste et accouche seule, sans personne à ses côtés. Les premiers cris du bébé attirent une bête. La femme saisit une hache pour se défendre, elle et son fils. Un chien lui charge dessus, mais elle parvient à le faire fuir. Elle regarde alors son bébé pleurant avec un sourire chaleureux et lui donne du lait, en lui promettant de toujours le protéger. Dans les jours qui suivent, la faim de la femme se fait de plus en plus intense. Elle est si affamée que, découvrant la carcasse osseuse d'un homme, elle en dévore les restes de chair. Sa faim grandissant encore, elle est même tentée de manger son propre fils. Elle jette le bébé dans un feu et, tandis qu'il pleure de douleur, elle reprend ses esprits, l'arrache aux flammes et s'enfuit sous la pluie battante. 8 ans plus tard, le bébé est devenu un petit garçon en haillons, portant une hache tandis qu'il traverse les terres dévastées. Pendant ce temps, une famille pauvre et affamée consommait ses dernières réserves de nourriture. Soudain, le garçon fait irruption dans la maison à la vitesse d'une bête, du sang apparaît partout, y compris autour de sa bouche, révélant des canines acérées. Un jour de pluie, le garçon repère un vieux moine traversant un pont et lui tend une embuscade, prêt à l'attaquer. L'homme de foi passe devant lui comme s'il n'y avait rien à craindre, continuant sa prière. Lorsque le garçon attaque, il n'est pas de taille face au moine, qui poursuit simplement son sutra pendant que l'enfant tente de récupérer son arme coincée sous les pieds du religieux. Le moine voit, rien qu'en regardant le garçon, qu'il a mangé des êtres humains et qu'il souhaite le manger à son tour. Le garçon bête le mord à l'épaule, mais le moine parvient à l'en décrocher. Voyant le potentiel d'un cœur en lui, il met fin au combat d'un dernier mouvement. Le garçon bête se réveille dans une grotte et voit que le moine est là également, en train de faire cuire de la nourriture. Il lui propose une soupe et le garçon dévore le bol comme si c'était la vie elle-même. Le moine comprend que l'enfant ne mange les autres que pour survivre et lui propose un autre bol, mais il le place hors de portée, ne l'accordant que si le garçon récite le sutra Namu Amida Butsu. L'enfant le dit laborieusement, comme si c'était la première fois qu'il prononçait des mots. Le moine le félicite de sa tentative et lui donne le bol comme promis. Tandis que le garçon mange, le moine lui donne le nom d'Asura. Le lendemain, le moine reprend sa marche en récitant des sutras. Il sait que le garçon le suit à distance et chante ses prières dans l'espoir qu'elles atteignent le cœur de l'enfant. Dans un environnement agricole, des enfants et un homme adulte, Shio, poussent un tronc d'arbre avec des cordes. L'un des garçons s'effondre. Le supérieur réprimande l'enfant faible, ce qui pousse Shio à trouver des excuses pour lui. Soudain, Asura arrive à la vitesse d'une bête en direction du garçon tombé. Avant qu'il ne l'atteigne, l'homme le repousse d'un coup de pied. Mais le garçon bête ne renonce pas et attaque un oiseau en tentant de s'emparer du garçon, le tuant d'une morsure au cou. Il veut toutefois manger l'enfant, jusqu'à ce que Shio le distrait en jetant du riz au loin. Le groupe continue à traîner le tronc, mais voit avec horreur qu'Asura les suit toujours patiemment, attendant l'occasion d'atteindre leur ami inconscient. D'autres épreuves les attendent, des enfants leur jettent des pierres pour défendre leur territoire. Shio les supplie de les laisser passer, invoquant le besoin de gagner leur nourriture, mais les enfants s'en moquent et redoublent leurs jets de pierre. Une pierre atteint Asura à la tête et le fait saigner. Furieux, il charge le chef du groupe et le mord si violemment au cou que celui-ci s'effondre en saignant. La nouvelle parvient au père du garçon, qui n'est autre que le seigneur des terres, Jitu. Arrivé à cheval auprès de son fils blessé, le seigneur furieux demande qui a commis cela. Il aperçoit Asura et le prend en chasse à cheval, ravageant de nombreuses cultures. Asura s'échappe en escaladant une colline et s'y repose en regardant le ciel. Mais le seigneur le retrouve. Au lieu de fuir, le garçon charge l'homme et parvient même à le mordre au cou. Il évite les attaques à la lance du seigneur, mais est acculé au bord d'une falaise. Après de nombreuses tentatives, le sol sous Asura cède et le garçon tombe. Il atterrit par chance sur un amas de cadavres humains, sauvant sa vie. Il lutte pour survivre et mange des animaux sur son chemin de remontée, mais ceux qui résistent lui infligent de nouvelles blessures et le précipitent encore plus bas. Le lendemain, une femme qui se lave au bord de la rivière remarque une traînée de sang dans l'eau. Elle la suit et découvre Asura inconscient. Elle s'approche de lui et le porte. Le garçon fait un vague cauchemar où sa mère le brûle bébé. Il crie et réalise que la femme soigne sa jambe blessée avec un fer chauffé. La femme parvient à le calmer et soigne ses plaies. Elle lui offre de la chaleur et du riz. En mangeant, le garçon prononce le mot Asura, si bien que la femme décide de l'appeler ainsi désormais. Elle quitte l'entrepôt en laissant au garçon un bol d'eau. La femme revient plus tard avec de la nourriture et de l'eau,
Mais le garçon bête se méfie et récite Namu Ansu en lévitant. La femme est étonnée qu'il puisse chanter des sutras, et tandis que le garçon finit par manger la nourriture, elle se présente. Elle s'appelle Wakaza. Azura passe tellement de temps dans l'entrepôt que les saisons changent et que l'hiver arrive avec sa neige. Malgré tout, Wakaza continue de lui rendre visite avec de la nourriture, et ils entretiennent une belle relation de compagnie partagée et de rire. La saison suivante, Wakaza continue à entretenir les cultures, sous le regard caché d'Azura. Il s'assoupit à son poste de guet et Wakaza le soulève et le porte sur son dos. Lorsqu'elle aperçoit des gens qui s'approchent, elle se cache derrière les arbres pour que le garçon bête ne soit pas découvert. Tandis que la femme s'inquiète, Azura dort paisiblement sur son dos. Un autre jour, après une longue journée au champ, Wakaza pénètre dans la forêt pour rentrer chez elle, quand Azura la retrouve. La femme lui accorde son temps et il passe un moment allongé dans un coin caché de la forêt à contempler le coucher de soleil. Azura est tellement en paix avec elle qu'il s'endort à ses côtés. Plus tard, Wakaza se baigne dans la rivière devant le garçon, qui fixe sa silhouette. Tellement mal à l'aise, il tombe dans l'eau. Il monte ensuite sur la colline et admire la vue des cultures et des villages. Wakaza croit qu'une ville se trouve juste au-delà de leur champ de vision et parle au garçon de son rêve d'y aller un jour avec une personne qu'elle aime. Plus tard, jouant seul, le garçon pense à ce que lui a dit Wakaza et désire lui aussi aller en ville. Le soir, Wakaza est chez elle et aperçoit Azura dehors. Elle sort à son insu de son père pour rejoindre doucement le garçon et lui dire qu'il doit disparaître, ce que le garçon accepte. Dans les jours suivants, Wakaza continue ses tâches sous le regard caché d'Azura. Plus les jours passent, plus la femme perçoit la présence du garçon de loin. Malgré le danger d'être repéré, l'enfant fait toujours l'effort de rester hors de vue. Un matin, en se réveillant dans l'entrepôt, Azura trouve de la nourriture et de l'eau devant la porte. Il regarde par l'ouverture et voit Wakaza, qui les a déposés là. Cette découverte le rend si heureux qu'il est au bord des larmes. Plus tard, Azura pêche dans une rivière et voit Wakaza marcher dans la forêt. Il s'approche d'elle qui lui montre qu'elle cueille des champignons. Tandis qu'elle lui explique toutes les façons de les cuisiner, Azura est surtout attirée par la lame dans son panier, qu'il agite. Il la vole discrètement, ce qui inquiète la femme. Lorsqu'elle s'approche pour la récupérer, elle lui dit qu'elle ne veut plus qu'il soit obligé de blesser qui que ce soit. Azura voit la tristesse dans le regard de Wakaza et lâche la lame. La femme est si heureuse qu'elle le serre dans ses bras et lui dit combien elle est fière de lui. Il retourne à l'entrepôt où Wakaza lui prépare une soupe aux champignons. Regardant par la fenêtre, elle lui conseille de ne pas manger toute la soupe d'un coup avant de partir. Azura la regarde s'éloigner par la fenêtre et est déçue de voir Shio la rejoindre. Sous la pluie battante, Azura est plongé dans ses pensées sur ce qu'il a vu et quitte l'entrepôt. Il grimpe dans un arbre pour chercher Wakaza et est soulagé de la voir marcher sous la pluie. Après un moment, il revient à l'entrepôt en pensant qu'elle est là, mais est déçu de trouver l'endroit vide. Ailleurs, Wakaza rejoint une cabane en vérifiant si quelqu'un la surveille avant d'entrer. Elle passe du temps avec Shio et ils s'embrassent après s'être longuement manqués. Allongés sur la paille, ils parlent de leur avenir et projettent de s'enfuir en ville ensemble. Soudain, la porte s'ouvre, c'est Azura avec sa tache signature. Enragé de voir cet homme, il attaque Shio et le blesse à l'épaule. Wakaza est tellement en colère de ce qu'il a fait qu'elle traite Azura de démon, attristant profondément le garçon. Elle lui dit qu'ils ne sont plus amis et lui ordonne de partir. Azura est sans voix et traverse la forêt sous la pluie, la tête basse, incapable de chasser la pensée qu'il est un démon. Après une longue réflexion, il entre dans une telle rage qu'il hurle et abat tout sur son passage, provoquant délibérément le débordement de cours d'eau qui inondent les plaines en aval et dévastent cultures et villages. La destruction est telle que l'environnement devient sec et presque sans vie. Azura aperçoit une mère singe prendre soin de son petit avec une telle tendresse qu'il entre dans une fureur incontrôlable. Il se lance contre la famille avec des coups de hache violents. Il riposte, mais le garçon bête parvient à attraper le petit. Le tenant fermement, il lui dit qu'il est les animaux qui ont quelqu'un pour les aimer, et qu'il regrette d'être né. Tandis qu'il sanglote de douleur, le vieux moine de jadis passe par là et observe sa détresse. Il félicite le garçon d'être devenu un humain capable de formuler des mots. Mais l'enfant insiste pour dire qu'il est une bête. Le moine lui conseille de réciter davantage de sutras pour y remédier, mais le garçon n'est pas disposé à l'écouter. Il dit au vieil homme que les humains ne sont que des bêtes qui se dévorent entre elles s'il n'y a rien à manger, même leurs propres enfants. Il saisit sa hache et attaque le moine pour le manger, mais le vieil homme n'a qu'à le repousser pour l'arrêter. Le moine dit alors au garçon troublé que si chacun a une nature bestiale dans son cœur, ce qui distingue les humains et le garçon lui-même, c'est qu'il possède un cœur. Ces paroles résonnent un instant en Azura,
avant qu'il ne les rejette l'instant d'après, affirmant n'être qu'une bête sans choix. Le moine ne croit pas que le garçon pense vraiment ce qu'il dit. Aussi, sans hésiter, il saisit la hache et se tranche le bras gauche. Il offre son membre sectionné au garçon, mais l'enfant hésite à le manger. Le moine dit que personne ne veut manger de chair humaine, lui y compris, car les humains sont des êtres de raison, mais qu'en période de détresse, cette raison doit s'effacer et qu'ils doivent être prêts à combattre leur nature bestiale. Dire au garçon de haïr la bête en lui et non lui-même pousse l'enfant à fuir. Le vieux moine voit sa douleur et pleure pour lui. Au fur et à mesure que les terres s'assèchent, Wakaza et son père manquent de plus en plus de nourriture. Son père Guk est approché par un homme qui lui dit qu'il connaît des gens à qui il peut vendre sa fille à bon prix et lui demande s'il est d'accord. Le vieux père est tellement offensé par cette offre qu'il le menace de lui faire mal s'il ne part pas. Lorsque Wakaza et Shio se retrouvent, l'homme lui donne le strict minimum de nourriture, honteux de ne pouvoir faire davantage. Mais la femme lui dit que c'est bien ainsi et le couple se serre dans les bras. La pénurie alimentaire est si grave que les villageois commencent à s'attaquer les uns aux autres. Wakaza fait le tour de ses voisins pour mendier de la nourriture, mais partout où elle va, personne n'a rien à donner. La situation empire encore lorsque le père de Wakaza tombe malade et doit être soigné par elle. Un jour, Shio s'introduit discrètement chez Wakaza et constate que sa bien-aimée souffre de malnutrition. Il va chercher des rations, mais est surpris par les enfants avec qui il travaille et vit. Il les supplie de lui pardonner car Wakaza en a besoin pour survivre, mais les enfants s'indignent qu'il ait choisi une fille plutôt que leur survie et l'attaquent. Pendant ce temps, Wakaza aperçoit un lézard et, si désespéré de nourriture, tente de l'attraper en vain. Elle abandonne ses efforts et s'assoit. Azura l'observe de loin, puis s'en va. La nuit suivante, le garçon bête s'introduit dans l'écurie du Seigneur des Terres, découpe de la chair d'un cheval et s'enfuit dans l'obscurité. À cause de cela, le Seigneur Jitu apprend qu'Azura est vivant et ordonne à ses hommes de rassembler tous les villageois pour organiser la chasse aux garçons. Pendant ce temps, chez Wakaza, elle et son père sont si affaiblis qu'ils peuvent à peine rester allongés sur le sol. Le père Guk, affamé, dit à sa fille qu'il regrette de ne pas l'avoir vendue avant qu'elle ne soit trop faible, tout en lui disant que c'est son choix si elle souhaite encore le faire. Soudain, un voisin vient les avertir que le Seigneur Jitu convoque tout le monde à la réunion du village. Le Seigneur annonce que quiconque trouvera et tuera le garçon bête recevra une année de riz. Cette perspective est si tentante qu'une foule en colère, torchée en main, se forme instantanément et part immédiatement à la recherche du garçon avec des yeux assoiffés de sang. Chez Wakaza, Guk aiguise sa lame et ouvre la porte, prêt à traquer Azura. Mais au moment où il ouvre, Azura est là et entre pour offrir à Wakaza un bol de viande. La viande tente la jeune femme, mais elle reprend ses esprits et la pose. Elle dit au garçon qu'il n'aurait pas dû ôter une vie pour cette viande. Le garçon insiste que c'est de la viande de cheval, mais la femme refuse de l'entendre. Guk se moque que ce soit peut-être de la chair humaine et veut la manger. Avant qu'il le fasse, Azura coupe la viande en deux et offre une part au père, qu'il accepte avec plaisir. Wakaza la fait tomber de ses mains, mais Guk la mange quand même par terre. La fille est déçue de son père et lui dit qu'en mangeant de la chair humaine, il s'est condamné. Azura offre à nouveau la viande à Wakaza et malgré ses arguments sur la nécessité de survivre, elle refuse encore. Le garçon espère que son geste leur permettra de revenir comme avant, mais la femme lui dit que ses jours sont révolus, blessant profondément l'enfant. Azura insiste sur le fait qu'il tient de la viande de cheval, mais la dame ne le croit pas. Le garçon bête entre dans une rage et hurle. Pendant ce temps, Guk a attiré la foule en colère jusqu'à chez lui. À l'intérieur, Azura force la viande sur Wakaza, mais elle résiste. Elle lui dit que si elle mange cette viande, elle ne pourra pas se pardonner. Le garçon est en larmes, suppliant la femme d'essayer de vivre. Le garçon bête sort et combat la foule en colère pour s'échapper. Malgré les efforts du Seigneur Jitu pour le transpercer, il parvient à s'en sortir. La foule le poursuit, et au fur et à mesure qu'il se disperse, Azura en élimine certains, leur torchant enflammant herbe et culture. La poursuite continue, propageant davantage le feu dans les environs. Elle se réduit finalement au Seigneur Jitu seul et le garçon parvient à le mordre à l'épaule. Le Seigneur est déterminé à continuer, mais sa blessure est si grave qu'il s'effondre. La foule en colère ne s'arrête pas pour autant, assoiffée de sang. Dans sa course désespérée, Azura atteint un vieux pont en bois suspendu entre deux falaises. Au milieu de la traversée, le sol se dérobe sous lui et il manque de tomber. Lorsque les villageois le repèrent, il redouble de hâte, mais sa course ne fait qu'aggraver la dégradation du pont. Le garçon bête s'arrête en voyant encore plus d'hommes avec des torchers de l'autre côté. Ils mettent le feu au pont des deux côtés, piégeant le garçon. Malgré tout, Azura essaie de toutes ses forces d'échapper aux flammes,
Mais le pont finit par céder et le garçon tombe d'une grande hauteur. La foule se réjouit, tandis que leur terre brûle autour d'eux. Quelque temps plus tard, la neige de l'hiver arrive. Shio et les enfants tirent une charrette portant le corps sans vie de Wakaza. L'homme aperçoit quelqu'un au loin et en se rapprochant, reconnaît Azura. Le garçon bête passe à côté de la charrette en silence, des larmes dans les yeux, et poursuit son chemin. Les années passent. Un jeune homme sculpte de ses mains des idoles en bois, l'une parmi beaucoup d'autres dans un tas. En regardant de plus près, c'est Azura, plus âgée, vêtue de robes de moine propre au lieu de ses anciens haillons sales. Le temps passe et guérit les blessures. Le Japon redevient beau et fertile.